Bonjour et bienvenue à vous qui nous suivez. Nous sommes trois étudiants de l'ESIL, École supérieure d'ingénieur Léonard de Vinci. Et dans le cadre de notre cursus, nous avons eu à répondre à la question suivante. Les modèles internes posent-ils la comparabilité des ratios de capitalisation des banques? Pour ce faire, nous avons divisé notre présentation en trois parties. D'abord, nous définirons le ratio de capitalisation et les risques associés. Ensuite, nous parlerons des modèles internes. Et enfin, nous parlerons de la comparabilité des ratios de capitalisation. Sans plus tarder, définissons ce que c'est qu'un ratio de capitalisation. La capitalisation est considérée comme un élément incontournable de la réglementation. Le principe d'un taux de fonds propres supérieur à 8% des risques pondérés demeure la clé de voûte du système. Avec BAL 1, le ratio Cook considérait que les risques bancaires sont exclusivement constitués par le risque de crédit et le risque de marché. Avec BAL 2, le ratio McDonough intègre en plus de ces deux risques le risque opérationnel. Comment définit-on alors ces risques en question? Le risque de crédit fait référence au risque de défaillance, de dégradation de la valeur de la créance. Le risque opérationnel y fait référence au risque de désastre, de fraude technologique et juridique. Enfin, le risque de marché fait référence au risque résultant d'une volatilité des rendements, des taux d'intérêt, des cours de change et de la valeur des titres ou des matières premières. Le système peut être résumé de la manière suivante. Les risques inhérents à la banque sont modélisés, soit par des modèles standards qui dépendent du rating, soit par des modèles internes que nous aborderons par la suite et qui, in fine, permettent de déterminer le ratio de solvabilité. Quels sont donc ces modèles? Voyons tout d'abord les modèles d'estimation du risque opérationnel. Le comité de Bâle 3 propose trois approches pour calculer le risque opérationnel. L'indicateur basique, méthode par laquelle la banque calcule le capital économique requis pour faire face au risque à partir d'un pourcentage fixe de revenu brut, noté ici GI. L'approche standardisée, par laquelle le capital économique est calculé pour chaque ligne d'activité. Enfin, l'approche avancée, méthode la plus sophistiquée et la plus exigeante techniquement, fondée sur les données internes de perte de banque. Un seuil plancher est fixé à 75% du capital économique déterminé par l'approche standardisée. Passons au modèle d'estimation du risque de marché. Dans une perspective de gestion des risques et de communication financière, une majorité d'établissements de crédit utilisent le concept de value at risk en utilisant l'expression suivante. Pour établir cette relation, le concepteur de l'outil VAR peut soit valoriser exactement avant et après l'application du scénario de marché, soit simplifier en faisant l'hypothèse que la valeur varie linéairement avec le paramètre de risque. En fonction de la méthodologie retenue, plusieurs modèles de VAR peuvent être développés. La VAR analytique, la VAR Monte Carlo ou la VAR historique. Voyons enfin les modèles d'estimation du risque de crédit. Basés essentiellement sur des méthodes de scoring, on distingue aujourd'hui la méthode RAROC qui privilégie la prise en compte du coût moyen de risque et l'évaluation des fonds propres économiques. Au final, la formule ci-après, RAROC égale la recette mentale moyenne sur fonds propres économiques est retenue. Bien, maintenant que les risques sont définis et que nous avons parlé des modèles internes, entrons dans le vif du sujet en parlant de l'opacité des risques weighted assets. L'opacité des modèles internes des banques est montrée du doigt. L'opacité des RWA, les actifs pondérés du risque que les grandes banques évaluent à partir des modèles internes, suscite la critique croissante des régulateurs, mais aussi des utilisateurs d'états financiers. Le sujet a une nouvelle fois été relevé par le comité BAL. D'ores et déjà, l'institution relève une grande variation d'une banque à l'autre dans le calcul des actifs pondérés, et notamment des différences sensibles dans le ratio entre la mesure du risque de marché et le montant des actifs totaux de trading. Le débat sur les actifs pondérés et plus largement sur l'opacité des modèles internes des banques, dont Morgan Stanley vient d'offrir un exemple en minorant sa value at risk, a gagné en vigueur en 2012. Nous reviendrons sur l'exemple de Morgan Stanley dans la suite.
Le comité de Bâle, qui s'était saisi du sujet en 2012, a livré le 30 janvier 2013 une première analyse des RWA, des portefeuilles de trading de 16 grandes institutions financières. Ces conclusions rejoignent celles de certains analystes financiers qui estiment que d'une banque à l'autre, le calcul des actifs pondérés varie fortement et sans forcément refléter le lien avec le profil de risque. Dans l'échantillon examiné, la pondération moyenne des actifs de trading varie d'environ 10% à près de 80%, la plupart des banques se situant entre 15 et 45%. Cela signifie que la quantité de fonds propres réglementaires à mettre en face de ces portefeuilles peut varier dans un rapport de 1 à 3, voire de 1 à 8 dans les cas extrêmes. Une partie de ces variations provient des différences dans le profil de risque de chaque banque. Mais pour le comité de Bâle, deux autres facteurs expliquent le reste des écarts: la différence de modèle interne et l'approche des superviseurs nationaux. Les normes de Bâle actuelles permettent ainsi aux banques d'utiliser différentes méthodes pour le calcul de la value at risk, l'un des indicateurs de risque de marché permettant d'aboutir à un niveau de capital réglementaire. Morgan Stanley a démontré l'an dernier les limites de cet instrument en changeant sa méthode. Venons-en d'ailleurs à cet exemple de Morgan Stanley. Les mesures de risque de marché sont à prendre avec des pincettes dans les grandes banques américaines. JP Morgan et ses actionnaires ont fait les frais au premier semestre d'une value at risk mal calibrée qui sous-estimait l'ampleur des positions prises par les traders londoniens du groupe lors du fameux épisode de la baleine de Londres. Morgan Stanley, elle, a changé discrètement au troisième trimestre la méthode de calcul de cet indicateur qui reflète la perte maximale potentielle un jour donné sur les marchés. Le résultat est spectaculaire. La nouvelle VaR tombe à 63 millions au troisième trimestre contre 82 millions avec l'ancienne méthode, soit moins 23%. Pour les 2 trimestres précédents, la nouvelle formule aurait donné un résultat de 20% inférieur en moyenne. Certes, le changement a été approuvé par les régulateurs du groupe afin que la firme l'utilise dans ses calculs de fonds propres réglementaires. Mais à l'heure où les banques américaines accusent leurs concurrentes européennes de minorer le calcul de leurs actifs pondérés par le risque pour abaisser leurs exigences en capital, la précision ne manque vraiment pas de sel. Quelles sont alors les perspectives d'évolution? Le comité a commencé à envisager quelques amendements possibles. 3 types de mesures se profilent: l'amélioration de la communication financière et de la collecte de données réglementaires aux fins d'une meilleure compréhension des calculs RWA des banques, la restriction des choix de modélisation possibles pour les banques, et enfin, une harmonisation plus poussée des pratiques de contrôle bancaire relatives à l'approbation des modèles afin de réduire le degré de variabilité dans la mesure des RWA. En conclusion, nous pensons que la pluralité des modèles internes induit un biais dans la comparabilité des ratios de capitalisation. Cette défaillance est de plus en plus critiquée par les régulateurs, mais aussi des utilisateurs d'états financiers. Le comité a commencé à envisager quelques amendements possibles afin de remédier à ce problème. Ceci nous conduit à la fin de notre présentation. Nous vous remercions de votre attention.